Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce numéro de la revue des Grandes une revue que nous suivrons avec un de nos invités déjà présents sur ce plateau. Et démarrons justement avec le journal La Nouvelle Expression qui ce matin s'intéresse en perspective aux municipales et aux législatives et titre sur cette panique dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les démissions groupées enregistrées dans les rangs du parti au pouvoir ces derniers temps donnent déjà l'ambiance des prochaines élections après les frustrations issues du gouvernement du 4 janvier 2019. Le journal qui illustre cette information avec le cas du département du Mungo, département dans lequel plusieurs militants du RDPC ont récemment décidé de rejoindre les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Des militants qui justifiaient cette posture par le fait que Paul Biya n'a pas su impulser ou apporter un souffle nouveau dans son réaménagement gouvernemental du 4 janvier dernier. Des militants qui pensent aussi qu'il est temps de se positionner en vue des législatives et des municipales de cette année 2019 et pour eux le meilleur positionnement notamment dans le département du Mungo où le MRC a fait un bon résultat, un bon score lors de la dernière présidentielle. Le bon positionnement serait donc de se retrouver dans les rangs de ce parti politique. Toujours dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression ce matin, on parle du franc CFA. Quand l'Italie dénonce la France, c'est une vraie bombe que le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio vient de larguer contre Paris en déclarant que la France est responsable de la pauvreté et de l'immigration des Africains en Europe. Ceci à travers sa colonisation monétaire. L'Italie qui pense que la France devrait être traînée devant l'Union européenne et que des sanctions devraient être prises par cette entité contre la France pour cette colonisation monétaire qui se poursuit. Une Italie qui pense que cette situation est la résultante de l'immigration exacerbée observée de nos jours et que cette situation est responsable de nombreux morts enregistrés en mer Méditerranée et que ces morts devraient s'arrêter avec donc la fin du franc CFA puisque le développement n'est pas observé ou observable dans ces 14 pays africains qui utilisent le franc CFA. Une des solutions donc à l'immigration serait la fin du franc CFA. Pense l'Italie. Toujours dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression ce matin, le gouverneur de l'Ouest parlant de marché public qui menace, Awafonka Augustine a prévenu les opérateurs économiques véreux et les fonctionnaires corrompus des sanctions qui planent sur leur tête. La chefferie Bangou est vers la fin de l'impasse, pense La Nouvelle Expression. Bloqué depuis plusieurs mois, les obsèques de Sa Majesté Tayo de Marcel pourraient enfin avoir lieu, ceci le 28 janvier prochain. Les ex-délégués de la communauté urbaine de Douala qui continuent avec le chômage, déjà 21 mois de chômage, suspendus à la suite d'une grève et malgré les décisions de justice en leur faveur, ils n'ont toujours pas été réintégrés, ceci en raison donc du blocus qu'impose le délégué du gouvernement qui refuse donc d'appliquer cette décision de justice. 23 janvier 2015, il y a 4 ans que disparaissait Françoise Foning en sa mémoire. Des manifestations et une célébration commémorative sont prévues ce jour dans la ville de Douala. Le journal Le Messager titre sur Bangou, on est là dans les hauts plateaux, et le sous-préfet qui interdit les obsèques du chef supérieur à l'origine des mésententes sur le processus qui divise donc l'honorable Ndatour, le professeur Nana Sinkam, les notabilités locales et l'autorité administrative. On rappelle que le chef supérieur des Bango est décédé il y a de cela quelques mois déjà, mais depuis ces obsèques divisent les élites, ces obsèques qui sont donc au cœur de nombreuses batailles entre ces principales élites, notamment d'un côté l'honorable Dato qui est par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale et de l'autre côté chez le professeur Nana Sinkam, des divisions aussi observées sur le choix de celui-là qui devrait succéder à Sa Majesté Tayo de Marcel avec plusieurs thèses qui s'entrechoquent du côté de Bangou, d'où cette interdiction par le préfet de l'organisation de ces obsèques qui devrait ou qui devait déboucher sur la désignation d'un nouveau chef supérieur.
Évacuation sanitaire, c'est aux dignitaires qui ne meurent qu'à l'étranger. C'est une tribune que propose le docteur Boni Aimé dans les colonnes du journal Le Messager ce matin, notamment à la page 9, lui qui s'interroge pourquoi des prévaricateurs de la République fuient les hôpitaux mouroirs camerounais pour aller crever dans des centres hospitaliers de luxe en Occident. Plusieurs cas pour illustrer ces propos à lire dans les colonnes donc du journal Le Messager à sa page 9. Le docteur Boni Aimé, qu'il faut-il le rappeler, est enseignant à l'université de Douala, mais surtout est cardiologue, lui qui de temps à autre s'insurge contre la qualité de la formation des médecins au Cameroun, surtout des conditions dans lesquelles ces médecins sont formés. À lire aussi dans Le Messager ce matin, le péril sur le démarrage des championnats. On parle là de football professionnel. Le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun et le chef de file du CISEC, le syndicat des clubs d'élite du Cameroun, qui sont sur le pied de guerre, ce qui entrave considérablement et jette du discrédit et un certain péril donc sur le démarrage de la saison prévue samedi prochain, samedi 26 janvier 2019. Ceci après près de 6 mois d'attente par les différents acteurs. À la paume de discorde persiste donc entre les deux entités. L'œil du Sahel pour poursuivre, titre ce matin sur la corruption. Le MINMAP, le ministère des marchés publics, qui dénonce le rapport de la CONAC, une dénonciation faite par Abassadou, l'ancien patron donc du département ministériel, de ce département ministériel, qui quelques heures avant d'être épinglé avait pondu donc une missive dans laquelle il condamnait, il dénonçait le rapport de la CONAC, un rapport de la CONAC sur l'année 2017 qui, faut-il le rappeler, pointait du doigt le ministère des marchés publics et le présentait comme le ministère le plus corrompu dans ce rapport. Et donc Abba Sadou et son département ministériel qui ont tenté de démontrer qu'il n'en était, que cela n'était aucunement le cas. D'ailleurs, ce ministère, dans cette dénonciation, tente de démontrer donc les couacs observés dans ce rapport 2017 de la CONAC. À lire aussi dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel, le Nord, près de 50 000 actes de naissance qui sont en souffrance dans les centres d'état civil, ou encore Ngaoundéré, et le ministre des Finances qui est en séjour 17 ans après. C'est un fait important, rappelle L'Œil du Sahel qui nous parle de l'eau potable, enfin disponible aussi à Ouaza. 50 ans après, l'eau potable est de retour, l'eau potable est disponible surtout dans la ville de Ouaza. Donc voilà pour ces quelques informations. Et l'interview à lire, celle de Nassourou Moussa, qui est chef d'agence régionale du Bureg Nord, et qui a fait savoir que 46 021 actes de naissance ont été déclarés en 2017 dans la région donc du Nord. Le quotidien Émergence parle du franc CFA et de la colonisation des pays africains en grande une. L'Italie qui demande des sanctions de l'Union européenne contre la France. Le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio qui accuse la France d'appauvrir l'Afrique et d'aggraver la crise migratoire à travers le franc des colonies françaises d'Afrique. Il annonce en outre que Paris sera bientôt convoqué devant le Conseil de l'Union européenne pour être sanctionné pour des crimes d'esclavage à l'origine de l'immigration. L'immigration qui fait de centaines de milliers de morts parmi les Africains en mer Méditerranée chaque année. À lire aussi ici dans les colonnes de ce journal, on parle de la recrudescence de la vente de terrain, vente illicite. On est là dans le département de la Benoué, région du Nord, ou alors des chefs d'établissement qui sont toujours en colère relativement aux frais d'inscription et d'examen qui tardent à arriver. On poursuit avec Info Matin qui parle d'assainissement de la ville de Yaoundé à sa grande une ce matin. Info Matin qui nous fait savoir que Cortez et Ntimi Evuna qui sont en synergie d'action, le ministre du développement urbain et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé se donnent la main pour nettoyer la ville, et ceci a déjà été perceptible notamment dans l'arrondissement de Yaoundé 6, même si d'aucuns remettent en question la procédure utilisée par la ministre du développement
urbain donc pour ces travaux d'assainissement de la municipalité de Yaoundé 6. Football championnat des clubs, le Cameroun classé dernier mondial dans le classement des compétitions du monde dressé par la Fédération internationale de l'histoire du football et des statistiques. Le pays de Roger Mila occupe le 76e rang sur 80. Piètre classement donc qu'est celui du Cameroun. Mutation ce matin, Barça grande une avec la capitale Yaoundé et parle d'alerte sur la qualité de l'eau justement dans la capitale. La couleur jaunâtre du liquide qui coule des robinets de la Kamwata inquiète de plus en plus les consommateurs. Cette situation provoque une ruée vers les filtres et vers l'eau minérale. Les explications à lire dans les colonnes du journal Mutation ce matin de la communication, du directeur de la communication de la Cameroun Water Utility Corporation, à lire aux pages 4 et 5. Le soir, Très Hebdo s'intéresse à la communauté urbaine de Berthois en grande une. Et le soir, qui est ici à présent les dossiers chauds qui attendent le nouveau délégué du gouvernement. Diapason titre ce matin sur les projets structurants et nous présente les chantiers et nous parle des chantiers énergétiques au Cameroun qui sont tout simplement à la traîne. Le retard qu'accusent les différents chantiers est d'autant plus préoccupant que les études situent à 7% le taux de croissance annuelle ou la croissance annuelle des besoins du pays en énergie électrique. Le chef de l'État a prescrit le 16 janvier dernier en conseil ministériel une feuille de route exigeante au gouvernement John Gutter relativement à cela. Le quotidien de l'économie qui s'intéresse au matin au marché et notamment le marché du poisson. Il pense que Dangote veut pêcher dans les eaux de Congelcam. L'entrepreneur nigérian envisage une entrée dans le secteur de l'importation du poisson dominé à 80% par le Camerounais Sylvestre Ngou Shinge. Et Cameroun Tribune titre ce matin sur les grands chantiers du gouvernement et des populations qui sont à satisfaire, nous dit le quotidien gouvernemental. En bonne place parmi les orientations données par le président de la République, Paul Biya, à l'équipe gouvernementale lors du Conseil de ministres du 16 janvier dernier, se trouve l'impératif de répondre aux attentes des Camerounais, notamment en améliorant les conditions de vie quotidiennes. Comment y parvenir? C'est l'interrogation. Le journal propose un premier volet d'une série d'analyses relativement à cela, notamment aux pages 6 et 7 de sa publication de ce matin. Et puis Forum Libre. Et cette interrogation qui barre sa une, mission du Consupé au BGFT, que cherche le Consupé dans cette entreprise privée. C'est la une donc du journal Forum Libre. Repère ce matin, titre sur la pauvreté en Afrique et l'Italie qui accuse la France. La France qui est accusée donc à travers le franc CFA de perpétuer la pauvreté sur le continent africain et notamment dans les 14 pays qui ont en commun l'usage du franc CFA. À lire ce matin dans les colonnes du journal Repère, le jour titre sur ces hommes politiques et le complexe de l'Occident. Nos hommes politiques donc et le complexe de l'Occident, pourquoi sont-ils autant tournés vers l'étranger? À lire l'analyse donc dans les colonnes du journal Le Jour. Et puis ici Le Jour propose aussi un zoom sur le code électoral. Le code électoral se tient en vue dans la perspective des élections à tenir au Cameroun au courant de l'année 2019, municipale, législative et probablement régionale. Et ce code qui dérange les limites du code électoral, tant décrié par de nombreux partis d'opposition, mais un code qui reste et qui permet à certains de s'en sortir victorieux. Ecomatin titre ce matin sur cette distinction le docteur Princeton Etonnet, personnalité Ecomatin de l'année 2018. Voilà donc pour les unes de ce matin. Retour sur ce plateau pour retrouver notre seul invité de ce matin, Donald Brice Kamgang. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à nos téléspectateurs, merci de m'avoir convié à ce plateau. Voilà, Donald Brice Kamgang de la rédaction centrale d'Equinox Télévision. Avec vous, donc, nous revenons sur ces principales unes et notamment ces élections qui sont prévues au courant de cette année 2019, qui sont aussi le centre d'intérêt de plusieurs journaux ce matin. On commence avec la Nouvelle Expression qui parle de panique dans les rangs du RDPC relativement donc à ces municipales et ces législatives, revenant sur la
démission ou les démissions observées, les démissions groupées qui sont enregistrées dans les rangs du parti au pouvoir en faveur du MRC. Une situation qui peut être comprise au regard de l'effervescence d'avant élection. Oui, vous savez, la présidentielle a donné le signe. Hein. Lors de la présidentielle 2018, on a vu que c'était une élection inédite. Ça a prouvé que le RDPC n'était plus sur un boulevard, sur un tapis rouge comme par le passé, parce qu'il y a de nouveaux acteurs sur la scène politique, il y a de nouvelles formations politiques qui ont un nouveau dynamisme, qui ont de nouveaux acteurs plus jeunes, plus dynamiques, qui sont décidés à changer la donne. La présidentielle a donné ce signe-là et on va davantage percevoir les nouvelles données politiques actuelles lors de ce double scrutin que vous annoncez. Alors ces démissions groupées dont parle la nouvelle expression, comment est-ce qu'on peut les comprendre? Dans quel registre d'ailleurs les placer? Alors, il y a deux facteurs. L'article de la nouvelle expression rappelle ce matin que les populations, les militants du RDPC dans le Mungo ne sont pas satisfaits du dernier réaménagement ministériel. Ces militants-là attendaient peut-être des strapontins, des postes de responsabilité au sein de ce gouvernement-là. Ils n'ont pas été satisfaits et donc il y a un mécontentement. Le deuxième facteur, c'est que, comme je vous disais, il y a un signe qui a été donné avec la présidentielle. Il y a de nouveaux acteurs. On ne peut pas ne pas penser au MRC, au SIF, au Parti Univers, qui impulse un nouveau souffle sur la classe politique. Alors, au sein du RDPC, cela ne peut pas donner, cela ne peut pas laisser les militants sereins. Ils savent que la compétition sera rude. Est-ce qu'on peut percevoir en cela un certain jeu de positionnement de ces acteurs politiques qui, voilà, au regard de ce que vous présentez comme des glissements importants liés ou observables lors de la dernière présidentielle, voilà, voudraient ou espèrent avoir plus de chances dans l'autre camp ou dans d'autres camps? Ben, vous savez que l'investiture déjà au sein du RDPC, c'est de la mer à boire. C'est-à-dire que vous avez suivi le dernier scrutin de 2013, le dernier scrutin couplet municipal et législatif de 2013. Vous avez suivi ces batailles presque mortelles, entre guillemets, entre les pontes du régime pour positionner un tel ou un tel. Donc, au niveau de la procédure, puisque au sein du RDPC, c'est très compliqué, le clientélisme, la mafia, parfois, pour positionner des personnes sur des listes, ça crée parfois beaucoup de mécontentement. Alors, les militants du RDPC, voyant cela, sachant comment le parti, quels sont les modèles de fonctionnement du parti, certainement cherchent à s'en prendre un peu plus tôt en allant dans des appareils politiques où la compétition est, et les procédures d'investiture notamment sont plus saines pour les élections locales qui sont des élections populaires et décisives. Voilà. Alors, à côté, le jour s'intéresse ce matin au code électoral, le jour qui, justement, en petite une, parle de ce code qui dérange, un code au centre de nombreuses attentions, un code au centre de nombreuses critiques aussi de la part de plusieurs partis d'opposition. Le code qui dérange, d'accord ou pas avec ce titre? Alors, c'est l'un des principaux défis de la classe politique de l'opposition avant les élections qui arrivent, municipales, législatives et éventuellement régionales, puisque le chef de l'État en a parlé en conseil de ministres, le dernier qui s'est tenu il y a quelques semaines. L'un des principaux défis de l'opposition sera de continuer la pression par tous les moyens qui existent pour que ce texte soit revu. Il date de 2012, il a été adopté avec toutes les incongruités que l'on sait. Par exemple, lorsque on vous dit qu'en cas de contestation sur les procès-verbaux, c'est celui d'Elections Cameroun qui compte. Et lorsque vous savez que le top management, le directeur général, le président du conseil électoral d'Elections Cameroun sont nommés par le chef de l'État qui est le président national d'un parti politique au pouvoir, vous comprenez très bien qu'il y a de fortes raisons de s'inquiéter. Donc, l'opposition a intérêt à mettre la pression pour que ces éléments-là soient revus, pour que la compétition soit forcément plus saine. C'est évidemment l'une des conditions à remplir pour ne pas éviter, le moment venu, pour l'intérêt des Camerounais en général, parce que
Vous voyez très bien que la dernière présidentielle a cristallisé beaucoup de tensions, beaucoup de contestations. Ce n'est pas bon pour la cohésion nationale qui peut être menacée du fait de ces différentes tensions, de ces différents conflits. Même si beaucoup pensent que c'est un combat voilà, perdu d'avance, beaucoup qui estiment que les choses ne bougeront pas beaucoup avant ces élections, notamment sur cet aspect code électoral. Bon, il y a que les lâches qui n'agissent pas expliquant que l'action ne produira pas de résultats. Il faut d'abord agir. Il y a d'abord les canaux légaux qui sont connus, l'Assemblée nationale, le Sénat, où des actions peuvent être menées. Il y a quelques semaines, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a fait une proposition dans ce sens. Le SDF en a fait également il y a quelques années. Il faut une synergie d'action au sein de l'opposition pour amener le pouvoir à céder, à ouvrir les lignes, à faire bouger les lignes sur ce point-là. Et je rappelle que ce n'est pas seulement dans l'intérêt des partis politiques de l'opposition. Si un cadre électoral, si un cadre légal pour des élections est conflictogène, c'est conflictogène sous l'ensemble du pays. Parce que si l'élection est contestée et qu'il y a d'éventuelles révolte populaire, c'est la cohésion nationale, la cohésion nationale qui est fragmentée et ce n'est pas bien pour l'intérêt général. Allez, loin de là, un autre sujet qui aura cristallisé l'attention des journaux ce matin, c'est cette sortie du gouvernement italien, notamment à travers son vice-premier ministre du Conseil, Luigi Di Maio, qui a parlé donc du franc CFA comme étant une monnaie, comme étant donc un facteur de colonisation, donc la colonisation qui se poursuit selon l'Italie et la France qui devrait être traduite devant l'Union européenne, la France qui est responsable de la pauvreté, de l'immigration observée de nombreux Africains, une immigration exacerbée d'ailleurs, et la France qui poursuit donc une sorte de colonisation monétaire sur le continent. La nouvelle expression en parle, tout comme d'autres journaux, mais déjà l'appréciation d'une telle sortie qui a l'effet d'une bombe, comme le disent les uns les autres. Alors, il y a des éléments qui peuvent permettre de défendre la position du vice-président du Conseil italien. Il y a le franc CFA, évidemment, qui est une monnaie qui rattachée, arrimée à l'euro, qui a les tares qui sont dénoncées depuis de nombreuses années et qui bloquent d'une façon ou d'une autre l'essor économique des États africains. Il y a évidemment cette question de l'immigration pour laquelle les pays occidentaux et la France s'entend ont certainement une responsabilité, même si c'est à mon sens de façon indirecte. Mais dans le fond, je trouve la sortie un peu populiste. Pourquoi? Parce que les États européens savent très bien que l'opinion africaine est sensible à tout ce qui touche à la colonisation, au néocolonialisme. Alors il faut actionner ces leviers-là pour... Vous voyez que depuis qu'il y a eu cette sortie, les États, l'opinion publique africaine, elle s'émeut, elle dit alors voilà que les Occidentaux reconnaissent entre eux-mêmes que ils sont à l'origine d'une façon ou d'une autre de notre sous-développement. Mais attention, il faut poser les questions dans le fond. Je prends des exemples précis. Dites-moi pourquoi la France, dites-moi en quoi est-ce que la France empêche le Cameroun de mettre en place des conseils régionaux qui sont prévus dans la loi fondamentale de 1996. C'est une loi nationale qui aurait dû être appliquée depuis plus de 20 ans. On parlera de la CONAC tout à l'heure. En 2015, le Cameroun a perdu plus de 1200 milliards du fait de la corruption. C'est un rapport de cette instance qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, le Cameroun a plus de 4000 milliards à la caisse autonome d'amortissement qui sont non dépensés parce que les projets ne sont pas matures. Là, il y a une loi du Cameroun sur les entreprises publiques qui date de décembre 1999 sur le nombre d'années que doit passer un directeur général et ses agents à la tête d'une entreprise. Vous avez des directeurs généraux au Cameroun qui ont fait plus de 20 ans, alors que cette loi dit que un directeur général et son adjoint ne doivent pas faire plus de 9 ans à un poste. Vous voyez que lorsque une personnalité passe autant de temps au sein d'une entreprise, à la tête d'une entreprise, ça lui donne l'impression qu'il est devenu le patron, j'allais dire le chef de famille, pour ainsi dire, de l'entreprise. Et ça
perpétue l'incompétence et des fautes de gestion probablement. Évidemment, ça ne donne pas le sentiment qu'on a une exigence de lien de avec cette sortie, pour vous, le problème de sous-développement est d'abord endogène. Je voulais avant d'être exogène relativement au CFA. Je voulais chuter. Lorsque le vice-président du Conseil italien le dit, il faut également qu'il rappelle que le problème, c'est d'abord nos dirigeants. Parce que le franc CFA dont on parle, l'immigration, c'est parce que, évidemment, les conditions locales ne sont pas réunies que les gens vont chercher ailleurs. Le franc CFA dont on parle, la sortie du franc CFA dépend aussi du courage politique. Beaucoup d'experts le disent. Il y a des propositions quand vous qui ont dites été courage, faites. c'est courage vis-à-vis de la France, par exemple. Oui, évidemment. Reste tutélaire à ce niveau. Oui, vous savez que beaucoup d'États, beaucoup de chefs d'État africains, notamment des chefs d'État de pays francophones, se considèrent comme étant des élèves de la France. Je vous enseigne rien. Et de ce point de vue-là, sortir du franc CFA serait comme un affront vis-à-vis du parent, pour ainsi dire. Donc, il y a cet aspect qu'il faut avoir le courage d'aborder. Le fait que le gouvernement, voilà, en place aujourd'hui en Italie, soit issu de l'extrême droite, qu'on connaisse les positions tranchées justement de l'extrême droite, a aussi son lot, voilà, dans cette sortie courageuse de l'Italie. Oui, absolument. Je voulais justement en parler parce que vous savez que la concurrence aujourd'hui pour le contrôle de la richesse sur le plan africain, elle est très rude au niveau occidental. La Chine, l'Italie, la France, l'Angleterre et tout ça. L'Allemagne qui mène une bataille féroce pour contrôler les grands marchés, les grands chantiers, les réserves de minerais sur le continent africain. Donc il faut également voir cette sortie sous cet angle. L'Élysée n'a pas encore réagi à cette sortie. Je pense qu'elle est... on parle de la convocation de l'ambassadeur italien du côté de Paris. Oui, hier encore, il y a un responsable italien qui a encore attaqué directement le chef de l'État français, qui lui-même est en difficulté dans son pays. Donc, je pense qu'il ne faut pas... Il faut pas jubiler, il ne faut pas faire du triomphalisme après cette sortie, comme je vois... beaucoup de gens s'agiter sur la toile. Il faut poser les problèmes de fond. Voilà. Les problèmes de fond, vous dites, ils sont d'abord endogènes. Alors, Repère, lui, il parle de l'Italie qui accuse la France. La France qui pourrait, selon l'Italie, être convoquée devant le Conseil, devant l'Union européenne pour répondre de ces actes qui, selon l'Italie, relèvent quand même d'une autre époque. Que peut l'Union européenne en matière de sanctions à la France relativement justement à ce dossier? Il ne faut pas se leurrer. Les Occidentaux se protègent entre eux. Il ne faut pas attendre de sanctions terribles. J'ai écouté cette sortie. Il demande au peuple européen de sanctionner Emmanuel Macron. Attention. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup... Ils savent quelle est la psychologie de l'homme africain. Nous sommes... Un ancien chef d'État disait que l'émotion est nègre et la raison est laine. Nous sommes beaucoup plus tournés vers les questions émotives. Il faut poser un problème de fond. Il est difficile que la France, qui est un État majeur au sein de l'espace des 27 de l'Union européenne, soit touchée de quelque façon que ce soit. C'est difficile. Voilà, c'est difficile donc pour vous. Coup d'épée dans l'eau, tout simplement. Ah oui, vraiment, c'est de l'agitation et c'est de la recherche de la sympathie africaine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte d'exaspération de la part de ces autorités italiennes qui payent le prix fort quand même de cette immigration, qui finalement s'érige en victime première, avec d'autres pays comme l'Espagne, de cette immigration sauvage des Africains? Oui, il y a certainement des revers du fait de cette marée humaine qui se déporte en Occident et qui parfois meurt dans l'océan Atlantique. L'Italie, à Méditerranée notamment, l'Italie qui se montre un peu plus ouverte par rapport aux autres pays, a peut-être des raisons de sentir un relatif malaise par rapport à cette situation de crise. Mais la pauvreté ambiante qui est chez nous est d'abord la responsabilité de nos États qui ne font rien pour que la population
à un niveau de vie acceptable. Voilà, on va évoluer. J'ai évoqué ces articles contenus dans le journal L'Œil du Sahel, notamment ce rapport de la CONAC 2017 qui continue à faire les gorges chaudes. Cette fois-ci, c'est le MINMAP, le ministère des Marchés Publics, sous Abassadou, pas sous l'actuel détenteur de ce poste ministériel. Et donc, le MINMAP, Abassadou, qui avait dénoncé ce rapport de la CONAC avant d'être déchu de ce poste de ministre des Marchés Publics. Et on rappelle que la CONAC, la Commission nationale anticorruption, pointait du doigt le ministère des Marchés Publics et le présentait d'ailleurs dans ce rapport 2017 comme étant le ministère où la corruption sévit le plus, donc le ministère numéro 1 en matière de corruption. Oui, j'ai lu les réserves que porte le ministère des Marchés Publics sur le récent rapport de la CONAC. Le ministère remet notamment en cause les méthodes scientifiques qu'utilise la Commission nationale anticorruption et pointe également les contradictions sur la période enquêtée. Alors le rapport, c'est un rapport de 2017. Logiquement, le rapport de 2017, dans le modèle de fonctionnement de la CONAC, recense les faits de corruption de 2016. C'est ce que les gens oublient. Donc, le rapport qui sera publié cette année sera le rapport qui recense les faits de corruption de 2017. Parce que la CONAC n'est pas à jour. Alors, le principe du contradictoire, c'est quelque chose d'important dans une enquête. Lorsque vous menez une enquête, si une personne est incriminée, la moindre des choses, c'est de se rapprocher de la personne et de recenser les éléments que la personne pourrait disposer. J'ai le sentiment que ça n'a pas été le cas pour le rapport 2017 qui est très contesté. Vous savez qu'il y a une entreprise publique, Congelcam, pour ne pas la nommer, qui remet également en cause les éléments contenus dans ce rapport 2017. Il y a également la période. La CONAC, comme je disais, a travaillé sur 2016 pour rendre le rapport en 2017. Or, les éléments incriminés au ministère des Marchés Publics, il y a des éléments qui datent de 2015 et sur ce plan-là, le ministre estime qu'il y a comme une sorte d'acharnement. Dans le fond, le ministère des Marchés Publics, c'est un ministère, le titulaire de ce ministère est délégué, donc il dépend directement de la présidence de la République. C'est une façon de dire que la présidence est corrompue. J'espère seulement que la Commission nationale anticorruption n'est pas en train d'être utilisé par des officines. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Et donc, vous dites par rapport à ces éléments de dénonciation mis en avant par le ministère des Marchés Publics sous Abassadou, il y a des éléments qui, pour vous, ont l'air convaincants. Pour la transparence et pour même la crédibilité de la CONAC. Notamment le contradictoire ou la contradiction. Le principe du contradictoire. Démarche. Je pense que la CONAC ferait même mieux de répondre à ces différentes récriminations. Elle, pour l'instant, reste réservée. Ce n'est pas bon. Il n'est pas bon pour son image qu'une commission, une instance qui est chargée de lutter contre la corruption soit pointée comme étant corrompue. Allez, et on va terminer avec ce sujet qui porte sur l'eau. C'est la une d'ailleurs de Mutation ce matin qui parle d'alerte sur la qualité de l'eau, présentant ce liquide comme étant jaunâtre dans la capitale Yaoundé. C'est ce à quoi les ménages ont droit donc dans la capitale, alors que toujours évoquant l'eau, l'Œil du Sahel nous présente une situation contradictoire. Au niveau de l'extrême nord, 50 années après, l'eau potable est enfin disponible dans la ville de Ouaza. Deux villes, deux situations, mais un problème récurrent, celui de l'eau dans les ménages au Cameroun. Oui, c'est la question de fond. En 2012, le chef de l'État avait promis, je crois, 20 000 forages pour la région de l'extrême nord. Aujourd'hui, le projet, on n'en parle même plus du tout. Vous savez que pour avoir de l'eau, même seulement dans la capitale, Douala, Yaoundé, le déficit est à plus de 200 millimètres cubes d'eau potable par jour. C'est un besoin fondamental comme les besoins de santé pour une population, mètres cubes d'eau. Ce sont des besoins fondamentaux de la population et cela montre très bien que nous sommes dans un pays où les conditions de vie sont de plus en plus dégradables. Voilà, merci à vous Donald, merci chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie. Demain sera notre jour, nous sommes jeudi. Bien sûr, nous serons là pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes. Au revoir et surtout très bonne suite en compagnie de nos programmes.